pouvoir échanger autour de la question des indépendances africaines. Du point de vue, parce qu'il y a des aspects à ces indépendances, il y a des aspects politiques, il y a des aspects sociaux, il y a des aspects économiques, il y a des aspects culturels, il y a des aspects psychologiques. Il y a plein d'aspects qu'on peut dégager de ces 50 ans qu'on vient de passer sous régime d'indépendance après à peu près un siècle de colonisation. Donc, aujourd'hui, on va plutôt se limiter aux aspects politiques qui sont pas du tout les moindres. Et bon, je ne vais pas dire en quoi vont consister ces aspects politiques puisque le conférencier est là pour ça. Je lui laisse la parole. Rodrigue Pobli, d'origine togolaise, engager le débat sur les indépendances africaines du point de vue des réalités politiques. Merci. Comme l'a dit Ntongo, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, effectivement, c'est la question des indépendances. Vous n'êtes pas sans savoir que la France et ses zouaves en Afrique ont décidé cette année de faire une fois encore un pied de nez au peuple africain en disant qu'ils veulent célébrer ce qu'ils appellent le jubilé d'or, c'est-à-dire 50 ans des indépendants de l'Afrique, ce qui en soi est un jeu grave à l'endroit de notre peuple, eu égard en tout cas aux réalités qui sont les nôtres depuis la soi-disant décolonisation des pays africains. Vous savez tous que le processus de décolonisation de l'Afrique a commencé pratiquement dans les années 40-50 avec l'émergence de ce qu'on a appelé, l'histoire officielle telle qu'elle nous a été racontée, c'est qu'après que les Africains aient été recrutés dans l'armée coloniale et qui sont venus voir les Blancs, les Européens mourir sur les champs de bataille, c'est là qu'ils ont compris que les Occidentaux ou les Européens n'étaient ni Dieu, ni des extraterrestres. Donc, bon, à partir de là, les Noirs ont pris conscience de leur situation et ont commencé par réclamer leur indépendance. Mais la réalité est beaucoup plus compliquée que ça, parce que le principe colonial et le fonctionnement du système colonial en Afrique n'ont pas été acceptés. Les Africains n'ont jamais accepté cet état de choses. C'est ainsi que la colonisation a utilisé beaucoup plus de moyens de coercition pour maintenir les Africains dans ce système que de faire avec l'assentiment des populations. Donc, depuis que les Européens sont arrivés sur le continent africain, les Africains se sont toujours battus pour s'affranchir de leur pouvoir et de leur tutelle. La tutelle qui a été imposée à l'Afrique. Et finalement, il y a un certain nombre de personnalités qui ont émergé, notamment les Kwame Nkrumah, les Sylvanus Olympio, les Patrice Lumumba et bien d'autres qui ont effectivement pris, je dirais, la tête de la contestation et qui ont amené la France et un certain nombre de pays à décider d'une certaine manière d'affranchir les populations africaines. C'est vrai que l'Algérie, c'est la guerre de l'Algérie, parce que les Algériens étaient ce qu'on a qualifié des pionniers de l'indépendance, alors qu'effectivement aussi il y a eu des revendications d'indépendance dans d'autres pays africains, avant même l'Algérie, mais l'Algérie a constitué le pays déclencheur de cette vague d'indépendance octroyée par la France. Et nous verrons quand même dans les discussions que ces indépendances-là ne sont pas des indépendances. Ce n'est qu'une façon déguisée de continuer le système colonial sous d'autres aspects, sous d'autres oripeaux. En fait, lorsque les Africains ont commencé par manifester leur intention de s'affranchir de la tutelle, la France avait d'abord convoqué une conférence à Brazzaville pour proposer, soi-disant aux Africains, la communauté franco-africaine. Donc pour leur dire, bon écoutez, vous n'allez pas quand même vous séparer de nous, nous ne sommes pas non plus dans l'esprit de nous séparer de vous, donc on va organiser une communauté franco-africaine, vous serez comme des Français, et on va bâtir ensemble nos deux entités, la France et l'Afrique. Et effectivement, le discours qu'a tenu
le général de Gaulle à Brazzaville, ce discours, si vous le lisez, vous serez étonné. Il mettait en garde les Africains contre toutes les velléités indépendantistes, en leur disant que si parmi vous des gens veulent être indépendants, eh bien, nous sommes d'accord d'accorder ces indépendances à ces pays qui seraient peut-être les pays les plus pressés, entre guillemets, de jouir de leur indépendance. Donc, il a dit, bon, nous sommes prêts à accorder ces indépendances, mais sachez que il y a des pays en Asie qui sont tellement démographiquement forts que ils cherchent des terres, hein. Donc si vous voulez avoir l'indépendance, vous l'aurez. Mais sachez que lorsque vous aurez des ennuis, des difficultés, vous ne nous trouverez pas à vos côtés. Donc la volonté réelle de De Gaulle n'était pas d'affranchir les pays africains, mais de les maintenir en tenant ce double discours, en leur disant, bon écoutez, nous sommes prêts à vous accorder l'indépendance, mais sachez qu'il y a des menaces qui vont peser sur vous parce que vous n'aurez plus l'outil de défense et le soutien de la France, etc., etc. Et au même moment, il dit de l'autre côté, bon, ceux qui auront accepté cette coopération, cette communauté franco-africaine, seront protégés, auront tout, etc., etc. Donc, à partir de là, il y a eu une forme de peur qui s'est installée dans la tête d'un certain nombre de dirigeants. Et parmi tous les dirigeants africains d'alors, ou ceux qui incarnaient les revendications démocratiques et populaires, seul Sékou Touré avait opté de façon radicale pour l'indépendance. Et lorsque De Gaulle s'était présenté à Conakry pour soumettre le projet de la communauté franco-africaine, Sékou Touré, qui l'a reçu, lui a dit clairement que, écoutez, la Guinée ne va pas s'inscrire dans cette histoire de la communauté franco-africaine. Donc nous voulons l'indépendance, nonobstant les conséquences qui vont découler de notre acte. Mais nous voulons quand même nous affranchir et assumer nos responsabilités. De Gaulle s'est énervé et il a quitté la salle de manière très très violente. Il a de sorte même qu'il avait oublié son képi, le képi du gendarme qu'il portait. Il est parti. Il dit, voilà, si vous voulez l'indépendance, elle est à prendre, elle est là. Mais vous l'aurez avec ses conséquences. Et bon, Sékou Touré dit, bon, voilà, nous, c'est à prendre ou à laisser, nous voulons l'indépendance et tout. Donc la Guinée avait accepté de proclamer son indépendance et la sanction a été immédiate. La France a agi exactement comme les Portugais ont agi en Angola. Lorsque les Portugais étaient amenés à quitter l'Angola, ils ont coulé du béton dans les ascenseurs qu'ils ont construits. Ils ont détruit les routes. Ils ont tout détruit. Les bâtiments, tout. Ils ont tout saboté. Ils sont partis. Ils ont dit, vous voulez l'indépendance? Voilà. Maintenant, nous, lorsqu'on administrait l'Angola, c'est nous qui avons construit ces infrastructures. Donc, en partant, on les détruit tout simplement. Ils l'ont fait. Et c'est la même chose que les Français ont fait en Guinée. Ils ont saboté toutes les infrastructures. Mieux, ils ont cherché à assassiner à plusieurs reprises le leader de l'indépendance de la Guinée. Ils ont monté beaucoup d'opérations contre lui via les services secrets français et la DGSE pour l'assassiner, mais ils n'ont pas pu le faire parce que Sékou Touré bénéficiait aussi d'un certain nombre d'appuis, notamment de la Tchécoslovaquie d'alors. Et toutes ces opérations échouaient contre lui. Mais les Français ne se sont pas arrêtés là, c'est-à-dire aux attentats contre sa vie. Mais ils ont coulé systématiquement l'économie de la Guinée, tout d'abord en bloquant le franc, parce que la Guinée était aussi dans la zone CFA. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va bloquer tout ce qui a comme devise venant de la Guinée. On a mis un cachet spécial dessus, de sorte que dès que l'argent de la Guinée sort de la Guinée, cet argent ne peut pas être utilisé dans les autres pays. Sékou Touré va décider de créer une monnaie. Les Français vont émettre de faux monnaies pour inonder le pays et couler ainsi également cette réalisation de Sékou Touré. Après ça, ils sont partis jusqu'à nouer des alliances. Sur la carte, vous allez le voir, les Portugais étaient en Guinée-Bissau, ici, juste à côté. Donc, les Français vont nouer des alliances avec les Portugais, ici, pour venir souvent, avec les services secrets portugais, venir
souvent créé des difficultés à Sékou Touré. De sorte que Sékou Touré était, d'une certaine façon, amené à être sur le qui-vive de façon permanente. Mais comme le système colonial fonctionne souvent aussi par procuration, c'est-à-dire en utilisant des gens qui sont les nôtres, la France va utiliser beaucoup de compatriotes de la Guinée comme Sékou Touré. Mais Sékou Touré ne va pas se laisser faire, il va les arrêter, il va tuer un certain nombre de ces gens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la mémoire de Sékou Touré est souvent vilipendée. On dit souvent que c'était un dictateur qui avait assassiné un certain nombre de compatriotes de la Guinée, en oubliant effectivement que ces gens étaient des pions au service de la France. Donc à partir de ce moment, Sékou Touré s'était retrouvé en face des ennemis. Aujourd'hui, historiquement, on peut comprendre qu'il pouvait liquider. C'est ce qu'il a fait. Donc à partir de l'exemple guinéen, d'autres pays vont aussi s'inscrire dans cette dynamique. Et De Gaulle, enfin tacticien, en bon colonialiste, parce que la France, comme je le dis souvent, c'est un pays chromosomiquement ou bien consubstantiellement colonialiste, parce que la France dit toujours, vous entendez tous les Français, notre pays a vocation, les valeurs de la France sont des valeurs universelles, la France est un pays à vocation universelle, etc., etc. Les Français donnent des leçons dans tout le monde entier. Un pays qui fonctionne comme ça veut dire que c'est un pays consubstantiellement colonialiste. Donc, De Gaulle va dire tout simplement, ben, écoutez, pour éviter que le cas de la Guinée ne fasse tache d'huile, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver des gens dans les différents pays africains à qui on va octroyer un certain nombre de parcelles de pouvoir en disant tout simplement voilà l'indépendance. C'est ainsi qu'on a vu des gens comme Senghor, Houphouët-Boigny, Ahidjo, voilà. On va trouver des hommes de main. À qui on va confier les clés de la maison, de sorte que la colonisation puisse tout simplement continuer. Bon, maintenant, nous sommes en plein dedans. Maintenant, on est en indépendance, et avec les années 60. Qu'est-ce qui va se faire? Tous ceux qui se sont inscrits dans une dynamique véritablement indépendantiste seront assassinés. On va les assassiner tout simplement. Donc, ça part de quel pays? Du Togo. On va assassiner Sylvanus Olympio en 1963. On va assassiner Lumumba. On va assassiner plein d'autres. On va tous les liquider. Pour éviter tout simplement que l'Afrique ne soit ou bien n'aille dans cette logique d'indépendance de sorte que l'Afrique ou les richesses de l'Afrique puissent véritablement profiter aux Africains. Parce que l'enjeu réel, c'est ça. C'est la question des richesses. C'est la question des richesses de l'Afrique. Donc, la question qui se posait, c'était de savoir, bon, à qui devaient profiter les richesses de l'Afrique. Donc, bon, puisque les pays occidentaux n'étaient pas dans une dynamique d'affranchissement des pays africains, on va tout simplement assassiner tous les leaders, on va les remplacer par des hommes de main. Donc, au Togo, on va imposer Adema Gnassingbé, qui avait fait la guerre en Algérie contre l'indépendance de l'Algérie. On va imposer des gens comme Biya, c'est tous ces gars qu'on voit aujourd'hui. Ouais, les Bokassa en Centrafrique. Et on va imposer également au Tchad, Hissène Habré. On va imposer tous ces gens. Au Bénin, on va aussi mettre des gens comme Kérékou et tout ça. On va entretenir cette clientèle pour maintenir l'Afrique dans sa position de continent tout à fait soumis. Les dictateurs qui sont placés vont maintenant réécrire l'histoire. Et on va dire, oui, les indépendances ont été accordées par la bienveillance de la France. Voilà, c'est un pays qui a accepté de libérer l'Afrique. On va salir la mémoire, profaner la mémoire des pères des indépendances. On va même gommer leur nom des archives. À l'école, cette histoire des indépendants ne sera plus enseignée. On va tronquer les choses. On va créer ce qu'on appelle les pères des indépendances ou bien les pères de la nation, à la place des vrais héros des indépendances. Et ce n'est qu'avec les années 90 qu'avec la contestation démocratique, un certain nombre de pays vont accepter et réintroduire progressivement le nom de ces héros tout simplement enfouis dans le sol. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que dans un certain nombre de pays, jusqu'à présent, les vrais héros des indépendants n'ont pas encore été réintégrés. On
on les a toujours ignorés. Sylvanus Olympio qui s'est battu durant des années pour le Togo et qui a été assassiné tout simplement parce que il s'était opposé à la France. Il avait voulu signer un accord avec la Banque de France pour sortir le Togo de la zone franc CFA et créer une autre monnaie. C'est-à-dire, il avait voulu signer cet accord le 15 janvier 1963. Le 13 janvier, il a été assassiné. Quand il a été assassiné, on n'a même pas autorisé que son corps puisse reposer au Togo. Son corps repose au Bénin. Et depuis lors, bon, son corps continue d'être au Bénin jusqu'à présent. Ouais. Donc, on avait connu cette période de ferveur et ces périodes ont été sanctionnées par l'assassinat de tous ceux qui étaient censés conduire l'Afrique vers véritablement son autonomie. Et après, on va les remplacer par ceux que nous connaissons, les hommes de main. Et dans cette même logique, on va créer un certain nombre d'outils pour entretenir cette clientèle, notamment les outils de l'aide, de la coopération. On va créer cette histoire de la coopération pour entretenir cette clientèle, lui donner de l'argent autant que faire se peut, et au même moment, rapatrier tout ce qu'on peut ramasser sur le sol africain. On va aussi créer un outil qui s'appelle la coopération militaire, donc des accords de défense et tout ça. Dès qu'on a assassiné Sylvanus Olympio, l'homme de main qui lui a succédé, qui s'appelle Nicolas Grunitzky, a signé tout de suite un accord de coopération avec la France. C'est ainsi que la France a le pouvoir et le droit d'intervenir au Togo, de former l'armée et d'intervenir en cas de trouble, que ce soit agression extérieure ou même en cas de trouble interne, ce qui est encore plus grave. Et on va maintenant entretenir cette clientèle qui va travailler véritablement à restaurer la colonisation. En faisant quoi? En laissant toutes les richesses de l'Afrique entre les mains des pays occidentaux. Les administrations seront investies par ce qu'on appelait les coopérants, qui vont décider d'appliquer les politiques venant des institutions internationales de leur pays, parce qu'effectivement, ces gens, c'était des coopérants, ils travaillaient pour leur pays. Donc, c'était normal qu'ils servent les intérêts de leur pays. Dans la même veine, on va endetter, dans les années 70, vous le savez, avec la crise pétrolière, on va endetter les pays africains. On va les endetter, on va leur prêter beaucoup d'argent à ces dictateurs, les Mobutu, les Yadema, tout ça, qui vont avoir beaucoup d'argent, de sorte à plomber l'économie de l'Afrique. Et la conséquence de cette dette, c'est que, progressivement, tous les secteurs clés de l'économie vont échapper aux entités locales. Ces économies seront placées sous tutelle de la Banque mondiale, du FMI et tout ça, qui vont maintenant aussi imposer des politiques en direction du peuple, c'est-à-dire des politiques qu'on appelait les politiques d'ajustement structurel. On va maintenant réduire les frais de fonctionnement de l'État, ce qui veut dire que le secteur éducatif, qui est l'un des secteurs les plus importants pour un pays qui veut quand même aller de l'avant, on va réduire les budgets, on va priver les populations des soins parce qu'un peuple malade, qui n'est pas en mesure de se soigner, est un peuple voué pratiquement à la disparition. Donc, on va priver également les pays africains de ressources en matière de politique de santé et l'économie africaine sera beaucoup plus consacrée à en guillemets, la construction d'infrastructures de transport. Et ces infrastructures de transport, quelle est leur finalité? Leur finalité, c'est de servir de route de transport et d'approvisionnement, c'est de sécuriser, donc si je dois parler de façon plus globale, c'est de sécuriser l'approvisionnement des matières premières aux pays occidentaux, tout simplement. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que quand on voit la réalité de façon honnête et factuelle, on voit quand même que l'élément moteur ou l'élément central d'une indépendance, c'est quoi? C'est que le peuple puisse décider. Ce qui est consubstantiel à l'idée même de l'indépendance, c'est la souveraineté démocratique, la souveraineté populaire. Ça veut dire que le peuple doit avoir les pleins pouvoirs d'élire ses dirigeants et de les renvoyer quand ceux-ci n'accomplissent pas leur mission. Donc c'est ça même l'idée maîtresse des indépendances, c'est que le peuple puisse disposer des facultés pour pouvoir élire ses dirigeants, s'il le faut, le cas échéant, les renvoyer, les démettre, etc., faire ce qu'il veut, en tout cas au niveau de ses dirigeants. La deuxième chose qui se rattache aux indépendances ou bien à l'idée de l'indépendance, c'est que les ressources du pays soient au service du peuple, soient entre les mains du peuple, de sorte que c'est le peuple qui décide de quelle utilisation faire de ces ressources, du secteur auquel il décide de les consacrer, etc., etc.
Et la troisième idée, qui est intimement liée à la notion de l'indépendance, c'est que le pays puisse s'auto-défendre, se défendre lui-même avec ses propres outils. Ce qui est central dans la notion des indépendants, c'est les dirigeants. C'est l'élection ou bien l'érection des dirigeants en Afrique. Comment ces dirigeants viennent. Et ces dirigeants, quel est leur rôle? Quel est leur rôle? Est-ce que ces dirigeants sont au service de notre peuple ou bien sont-ils au service des puissances étrangères? C'est ça la question fondamentale. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Puisque les pays colonisateurs n'ont pas cette vocation de lâcher si facilement l'Afrique, qu'est-ce qu'ils vont faire? Lorsqu'ils vont ériger des pions à la place des vrais patriotes qui ont été assassinés, on va aboutir aux années 90 avec ce qu'on appelle les vents de l'Est, ce qui en réalité n'a pas touché fondamentalement l'Afrique. Il s'agit juste d'un ajustement du système. Donc on va positionner, on va aligner l'Afrique de façon automatique sur un certain nombre de démocraties occidentales pour juste entretenir une fois encore le folklore. Donc, on va assister aux premières élections dites démocratiques dans les années 90. On va voir que, en réalité, le peuple africain ne dispose d'aucun pouvoir. Donc, les dirigeants africains auront l'onction de l'Élysée ou du Downing Street à Londres, c'est-à-dire l'Angleterre, et c'est tout. Dès que les soi-disant candidats ou dès que ces leaders disposent de l'onction des pays étrangers, c'est fini. Le reste n'est que formalité. On va bien sûr convoquer le peuple pour des élections, mais bon, on ne va rien changer. Enfin, le choix du peuple ne changera rien. Donc, dans les années 90, il va y avoir explosion de la colère parce que le peuple va voter pour un candidat, il ressort avec le même dictateur qui a même 99,99% du suffrage. C'est ainsi que, bon, on a assisté à des aberrations extraordinaires où des dirigeants qui ont toujours assassiné le peuple africain vont se retrouver en position d'élus du peuple. Donc on va leur dire, mais maintenant ils ont l'onction du peuple, voilà, ils sont les hommes forts d'Afrique et ils vont continuer par appliquer les politiques venant toujours de l'extérieur. Et on a fait ces élections, les résultats étaient toujours les mêmes. En Guinée, puisque la France était aussi dans une dynamique de vengeance contre la Guinée, il faut systématiquement détruire la Guinée et en faire une forme d'exemple. Voilà. Puisque vous voulez vous opposer à nous, voilà ce qui va se passer. Donc, on va humilier tellement la Guinée que Lansana Conté, on fait l'élection, le soir même, la fermeture, à peine les bureaux de vote sont fermés, l'ambassadeur de France lui tend la lettre de félicitations de l'Élysée. Voilà. C'est clair et net. Donc, on va tellement humilier les compatriotes de la Guinée avec ça. Au Togo, on va assister à la même chose. Au Cameroun, pareillement. Au Tchad, la même chose. Mais la situation ne va pas seulement se limiter aux hold-up électoraux. On ne va pas seulement utiliser les hold-up électoraux pour maintenir l'Afrique en situation de colonisation. On va utiliser aussi les coups d'État. Donc, tous ceux qui ne sont pas d'accord, tous ceux qui ont des velléités contestataires, tout ça, allez, chut, on va les balayer. Donc, on va assister à un florilège de coups d'État en Afrique. Des gens vont dire, oh là là, mais les Noirs, ils ne font que ça. Ils n'ont pas l'intelligence de pouvoir bâtir des États. C'est toujours l'instabilité et tout ça. Donc, on va assister à des coups d'État. Et les deux hommes centraux de ces coups d'État, c'était Janou Lacaze, le général Janou Lacaze de l'armée française, et le mercenaire Bob Denard. Bob Denard qu'on va utiliser dans beaucoup de choses en Afrique. Et on va utiliser aussi quelques hommes de main par-ci par-là, quelques généraux qui ont été formés à Saint-Cyr, quelques petits officiers, on va les utiliser pour assassiner les régimes patriotiques qui étaient véritablement dans une logique de redonner un peu de la confiance et de l'espoir au peuple noir. Donc, comme je l'ai dit, ce qui est central dans l'idée de l'indépendance, c'est que le peuple puisse disposer réellement du pouvoir d'élire ses dirigeants. Comme le peuple ne décide pas, comme le peuple africain, on lui a retiré ce pouvoir. On lui a retiré ce pouvoir par un certain nombre de mécanismes. On va assister à quoi? Les dirigeants africains vont justement être des subsidiaires colonialistes.
Ils vont tout simplement remplir leur contrat. Parce qu'effectivement, le contrat qui les liait avec la chose politique et le pays, ce n'était pas un contrat venant du peuple. Le contrat les liait avec des pays étrangers, notamment la France. Donc, ils vont tout simplement remplir leur contrat. C'est ainsi qu'ils vont laisser les richesses du pays entre les mains de ces pays. Donc, les multinationales vont régner. Elles va décimer complètement les pays d'Afrique, va vider, va saigner l'Afrique aux quatre veines et vider tout simplement tout ce qu'il y a comme pétrole en Afrique. De sorte même que ces multinationales créent même des guerres, créent des situations de trouble pour mieux tirer les richesses de l'Afrique. On va utiliser les multinationales comme Areva pour pomper toutes les richesses de l'Afrique. On va utiliser Bouygues, on va utiliser Bolloré pour faire main basse sur toutes les infrastructures portuaires de l'Afrique. Comme ça, l'économie africaine n'est pas du tout au service du peuple africain. Elle est plutôt extravertie et au service des Occidentaux qui continuent de toute façon par mépriser les Africains. Donc aujourd'hui, la question qui se pose à nous est de savoir si dans ce contexte d'humiliation, de répression, de tout ce que vous savez, est-ce que nous sommes réellement indépendants? La réponse est non. C'est un non catégorique qu'il faut poser à cette question. Pourquoi? Parce que le peuple africain n'a jamais, depuis que les patriotes, ces dirigeants patriotes ont été assassinés, le peuple africain n'a plus eu les coudées franches de pouvoir élire ses dirigeants. On lui a toujours imposé des hommes de main. De sorte même que aujourd'hui, on assiste à un phénomène qui est terrible et qui va prendre l'ampleur si le peuple ne se mobilise pas. C'est qu'on va assister à de plus en plus de dynasties. De plus en plus de dynasties. Hein? Ça a commencé avec Kabila fils au Congo. Ça s'est accru avec Faure Gnassingbé au Togo. Après, c'est le fils Bongo. Ce qui est en préparation, c'est le fils Wade qui a été reçu à l'Élysée par Sarkozy en 2008 et Sarkozy lui a dit, bon écoute, toi tu ne vas pas faire comme les autres, tu vois. On va procéder étape par étape. Dans un premier temps, tu vas postuler à la municipalité de Dakar et après on va te monter progressivement en grade de sorte que finalement tu ne prennes la place de ton père. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce schéma a échoué parce que le fils Wade n'est pas élu à la municipalité de Dakar, mais l'idée fait son chemin. L'idée fait son chemin. Oui, bien sûr. Et quel poste il occupe d'ailleurs dans le gouvernement? Un poste extrêmement clé. Le poste de l'équipement et de la coopération. Ce qui veut dire que c'est le fils Wade qui signe tous les contrats avec les entreprises multinationales et les pays. C'est lui qui fait tous les achats de l'État. Donc, le fils Wade est dans une position de pouvoir. Ce qui veut dire que tôt ou tard, connaissant le fonctionnement de la France-Afrique, il passera. Si nos compatriotes au Sénégal, et si nous, Africains, nous ne prenons pas effectivement ces questions à bras-le-corps, bon, le fils Wade va passer aussi. Dans d'autres pays, comme la Centrafrique, le fils de Bozizé, aussi, oui, il est en train d'être préparé. Il est en train d'être préparé. Il est même le ministre de la Défense de son père. Au Tchad, le fils d'Ebi, c'est la même chose. En Guinée équatoriale, c'est la même chose, c'est le même schéma. Il est en train de préparer son fils. Donc, finalement, le peuple africain n'a jamais eu l'opportunité et les coudées franches de pouvoir élire ses dirigeants. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que les Africains vont se trouver en position d'opposition frontale avec ses dirigeants, puisque ces dirigeants ne sont pas à son service. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est le peuple africain qui sort toujours perdant de ce jeu. Parce que, au même moment que les Africains contestent ces pouvoirs bénéficient du soutien de la France. Bénéficient du soutien de la France au travers de la coopération militaire, des outils de coopération militaire, etc. Les militaires français viennent appuyer leurs hommes de main sur le continent et répriment de façon systématique le peuple africain. On l'a vu au Tchad. Au Tchad, en 2008, lorsque une partie du peuple, parce que lorsque toutes les voies du changement démocratique sont bouchées, bon, le peuple n'a plus d'autre issue que de faire recours à la révolte. Et dans ce contexte, il y a des groupuscules qui se forment, des gens qui se forment, qui cherchent des moyens. Les compatriotes au Tchad vont prendre les armes contre Idriss Déby. Et la France va effectivement soutenir Déby en envoyant des troupes
et du matériel via la Libye pour mater la contestation armée contre Idriss Déby. Mais lorsqu'on l'a dit, vous êtes certainement au courant, Sarkozy a dit non. Non, on n'a jamais fait ce truc. Hein? On n'a jamais soutenu le régime Déby. Et en soutenant Déby, Idriss Déby a même fait disparaître un de ses opposants, un des opposants les plus en vue, un des rares mathématiciens de l'Afrique. Ce monsieur a disparu jusqu'à présent, on ne l'a jamais retrouvé. On l'a jamais retrouvé. Ouais. Donc, la France va soutenir tous ces régimes et apporter régulièrement son soutien militaire à ces régimes. Au Togo, en 2005, nous, le peuple, nous ne savons pas, on dort tout simplement. Pendant que les gens s'activent contre nous, bon, nous dormons ou bien nous faisons la fête. Donc, la France, sachant que Eyadema va mourir dans quelques mois, qu'est-ce que l'Élysée et l'état-major français ont fait? Ils ont détaché quelques bataillons de la force LICOM basée à Abidjan pour les mettre tout simplement à l'aéroport de Lomé. Nous, on ne savait pas. Donc, moi, un jour, les gens m'appellent depuis Paris, on me dit, mais qu'est-ce qui se passe au Togo? On voit les mouvements de troupes en direction du Togo. C'était en novembre 2004. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on savait que Eyadema allait mourir, donc il faut organiser tout ça, circonscrire les contestations, etc. Donc, les soldats français des forces LICOM sont venus et le 5 février 2005, lorsque la mort d'Eyadema a été annoncée à la télévision par son premier ministre, tout de suite, les troupes françaises ont patrouillé aux côtés, ont occupé la rue avec l'armée togolaise. Et lorsque nous l'avions dit, c'était Michel Barnier qui était au ministère de la Coopération et des Affaires étrangères en ce moment. Lorsque nous l'avions dit, mais il fallait écouter ce qu'il a dit. Il a dit simplement que c'était un mensonge. Alors que nous voyons les soldats français dans les rues de Lomé, on dit non. On dit non. Et évidemment, face à l'opinion française ou bien l'opinion occidentale, que vaut la parole d'un petit nègre aux côtés de la parole d'un ministre de la coopération et des affaires étrangères? La France a toujours fait ça. Les peuples vont se trouver en position extrêmement de faiblesse. Donc, le peuple africain, à part la parenthèse peut-être tout de suite des années 60 avec les vrais leaders patriotiques, l'Afrique n'a plus eu véritablement l'occasion, l'opportunité de choisir ses dirigeants. Ces dirigeants lui ont été tout imposés. Donc, à partir de là, tout ce qu'on peut appeler indépendance, c'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots. Et dans ce contexte, on va même inventer des notions qui sont en réalité des codes, tels le bon élève. On va qualifier un certain nombre de dirigeants africains de bons élèves de la démocratie et du FMI. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que ces gens sont purement et simplement au service de ces pays et de ces institutions internationales. Ce sont des agents de ces institutions qui appliquent strictement sensu la politique dictée par ces institutions. Mais quand on les qualifie de bons élèves, bon, il y a certains qui croient que c'était quelque chose, alors que c'était un nom de code pour dire que ce sont les soumis, les plus soumis de la classe, voilà, c'est les bons élèves de l'Occident. Et ces bons élèves vont faire leurs preuves. Ils vont maintenir même le franc CFA. Ils ne vont même pas discuter, ne serait-ce que de l'efficacité du franc CFA. On ne leur demande même pas de contester le principe même de ce système monétaire. Mais ne serait-ce que les résultats, en termes de résultats, quel est le résultat que donne le franc CFA? Ils ne vont pas le faire. Ils vont tout simplement laisser tout ça. Puis, ils vont aller dans le sens du maintien de tous les ressorts du franc CFA qui se résument en trois notions. La notion de la fixité, un franc qui est fixe, quelle que soit l'activité économique en Afrique, non, votre argent est invariable, c'est un taux fixe, c'est clair et net. Deuxième chose, la garantie. Le principe de la garantie, tout simplement parce que les Français estiment que les Africains sont tellement incapables qu'ils ne sont même pas capables de prendre, vous et moi, des gestes qu'on fait au quotidien, de prendre notre argent et d'aller dans une agence. J'ai du dollar, je veux avoir l'euro. Je vais dans une agence, je l'échange. Tout simplement. Mais la France estime que les Africains sont tellement incapables de faire ce simple geste de la vie quotidienne qu'on va inscrire dans l'accord qui crée le franc CFA le principe de la garantie. Ça veut dire que c'est la France qui garantit à l'Afrique l'échange de cette... Mais c'est quand... Non, mais c'est terrible, quoi. Donc, c'est la France qui va... Maintenant, si nous voulons... nous vendons en euros,
puisque nous payons la dette africaine en dollars, on va convertir l'euro en dollars. Cette simple opération, c'est la France qui le fait à la place de ces dictateurs africains, qui sont les hommes forts, hein, qui se disaient des hommes forts qui ne sont même pas capables d'aller échanger, faire un échange sur le marché international. Et on va conserver ça. Puis, les dictateurs africains vont maintenir le principe de la confiscation, moi je l'appelle comme ça, le principe de la confiscation de 65% des devises africaines par la Banque de France. On va conserver ça. C'est-à-dire que toutes les activités économiques que font les pays africains sur le marché international, la France va dire, puisque on vous apporte la fixité, la garantie, tout ça, vous allez déposer 65% de vos avoirs extérieurs à la Banque de France. Et effectivement, on a déposé. C'est ainsi que la France a emmagasiné des milliers de francs CFA, d'euros actuellement, sur le dos des Africains. Et la France puise effectivement dans cette caisse-là pour prêter aux soi-disant États africains qui achètent des armes avec ça pour tuer les Africains. Et maintenant, les Africains vont travailler ou bien travaillent quotidiennement pour payer non seulement le capital, mais aussi les intérêts de la dette. Donc la France utilise l'argent de l'Afrique pour l'endetter et les Africains payent le service de la dette sur leur propre argent. Ils ont maintenu ce système à 105% jusqu'en 2005. Ce n'est qu'en septembre 2005 qu'ils ont maintenant, après, puisque, ah oui, mais le système est à l'écoute des grognements par-ci et par-là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un ajustement. On va dire, bon, maintenant, on va conserver rien que 50% des avoirs extérieurs de l'Afrique dans la Banque de France. C'est ainsi que, actuellement, selon les derniers chiffres que j'ai vus, l'argent que l'Afrique a en France et que les soi-disant États francophones qui ont le franc CFA en partage disposent en France, s'élève à 6 300 milliards de francs CFA. 6 300 milliards de francs CFA, en plus d'autres ressources qui, finalement... Ça fait combien d'euros? Je sais pas. Il faut voir. Ça doit faire 100 milliards, quelque chose comme ça. Ça doit faire 100 milliards d'euros, je crois. C'est pas beaucoup. Hein? C'est pas beaucoup. 100 milliards. Non, parce que souvent les pays disposent de 100 milliards facilement. Et 100 milliards, je trouve. 100 milliards d'euros? Oui, je trouve que c'est pas Quel pays? Quel pays? Plein de pays. Bon, d'accord. Mais de toute façon, on va voir les conséquences. D'ailleurs, les conséquences se font voir tous les jours, hein, parce que les soi-disant États africains, par exemple, un pays comme le Togo, qui dispose, son budget annuel, c'est combien? C'est 350 milliards de CFA. 350. Et on n'arrive même pas à rassembler 350 milliards de francs CFA. Tu vois? Donc, on va encore aller chez les banquiers de la Banque mondiale et du FMI pour prêter de l'argent alors que notre argent dort en France. Et ce n'est qu'en 2005 qu'ils ont décidé maintenant de faire passer la barre à 50%. Donc actuellement, tout l'argent qu'il y a en France, et ça, ces chiffres même, il faut les relativiser parce que c'est des accords secrets. Personne n'en parle. Tous les banquiers, les plus grands argentiers français n'ont jamais parlé de ça. Parce que bon, voilà, ça rentre dans leur intérêt, donc personne n'en parle. Les dictateurs africains même l'évoquent très rarement. Quelques rares personnes essaient d'en parler, mais bon, ça reste dans l'ordre de l'incantation. Personne n'est en mesure aujourd'hui de dire, bon, nous voulons recouvrer notre argent et disposer clairement de ça. Comment est-ce que dans cette situation, on peut dire que les pays africains sont indépendants? Honnêtement, lorsque vous ne pouvez pas disposer vous-même de votre propre argent, on ne peut pas vous dire que vous êtes indépendant. L'intérêt de ce système d'imposition des dirigeants, des leaders à l'Afrique, c'est quoi? C'est de conserver ce système. C'est de conserver ce système. Par exemple, le système du franc CFA. C'est de le conserver. Deuxième implication, c'est d'infantiliser, continuer par infantiliser les Africains. Leur faire comprendre que non, vous n'êtes pas capable de bâtir quoi que ce soit. Vous n'êtes pas capable de bâtir des États, rien. Vous ne pouvez rien faire. Vous êtes obligé de vous aliéner à nous. Et dans cette logique, dans les années 90, on va faire entrer d'autres acteurs internationaux dans le jeu, qui sont les ONG. On va créer des ONG pour mieux infantiliser les Africains et leur faire comprendre qu'ils ne sont même pas capables d'avoir l'idée de l'État. Donc, dès que vous avez un besoin, normalement, qui doit ressortir des compétences de l'État, les ONG vont pointer tout de suite.
Ils vont dire, bon, vous avez besoin d'un WC, ben voilà, les ONG sont là pour vous le construire. Vous avez besoin d'une école, les ONG vont être là pour vous le construire. Alors que ces tâches, notamment la construction des écoles par exemple, doivent relever clairement de la compétence de l'État. Donc, on va faire tout ça et on va humilier les Africains de façon constante, on va les priver de ressources. De sorte qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine se retrouve même dans une position de fuite du continent. Nous, les Africains aujourd'hui, en tout cas, une bonne partie de la jeunesse africaine ne voit même plus son avenir se réaliser sur le continent africain. Les Africains vont rêver en dehors de leur espace. On va penser que nous ne pourrons vivre que si nous émigrons, si nous sortons, si nous allons vivre en Europe. Tout le monde, tous les jours, les gens vont rêver de ça. À partir de ce moment, on abandonne l'Afrique aux dictateurs et aux multinationales. Les forces, les énergies capables d'organiser l'Afrique vont fuir le continent. Et bon, la terre africaine sera possédée par ceux qui l'ont toujours convoitée. Et on va voir d'autres acteurs émerger et venir. Aujourd'hui, c'est le cas de la Chine, qui fait la même chose. De sorte même que la Chine, ayant compris que l'Afrique est tellement faible, bon, qu'est-ce qu'elle fait? Elle agit de la même façon que les Occidentaux. Sauf que la Chine, elle ne dit pas, ne met pas la propagande droit de l'homme et démocratique en avant. La Chine dit, nous sommes venus pour faire du commerce. On s'en fout des régimes qui sont en place. Nous, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir les ressources. Voilà. Peu importe la main qui donne, l'essentiel, c'est ce qu'on prend. Aujourd'hui, la Chine va même jusqu'à faire main basse sur des terres en Afrique. La Chine va produire ses besoins alimentaires en Afrique aujourd'hui. Pendant que les Africains eux-mêmes ont faim, bon, la Chine va produire de la nourriture en Afrique pour aller nourrir sa population. Et progressivement, ce qui même va se faire, c'est que demain, nous qui sommes ici, et nos enfants, si nous retournons en Afrique, c'est chez les Chinois qu'on va aller acheter des terres pour construire nos maisons. Et ce n'est même pas sûr que les Chinois vont vouloir nous vendre ces terres. Les Chinois ne vont pas les lâcher. Parce que ils se disent, mais ben, voilà, ils vont avoir des titres fonciers sur des terres. Et dès que nous arrivons, ils vont nous dire, mais vous n'êtes même pas d'ici. Vous n'avez pas. Non, vous n'êtes pas les Africains. Les Chinois vont nous renvoyer finalement. Donc, c'est ces dangers-là qui nous menacent aujourd'hui. Et en maintenant ces dirigeants, les Africains sont dépossédés de tout pouvoir politique. On va exacerber les tensions ethniques. Maintenant, on va expliquer le drame de l'Afrique par le phénomène ethnique. On va dire que oui, mais vous n'êtes pas capable de vous entendre. Vous regardez, dans votre pays, vous parlez 52 dialectes. Ce ne sont même pas des langues. On va dire que c'est des dialectes. Nous-mêmes, nous en sommes fiers, puisque dès qu'on se retrouve à l'extérieur, qu'est-ce qu'on fait? On se regroupe entre association des ressortissants du Kivu, association des ressortissants de machin. Ça nous apporte quoi? Ça nous apporte quoi? Alors que tout le continent africain est dans la merde. Si nous, on se regroupe entre ethnies ou bien entre villages, tout, qu'est-ce que ça nous apporte? Quel problème nous résolvons concrètement en Afrique avec cette façon de fonctionner? Donc, quand on va exacerber les questions ethniques, on va même expliquer la reconduction des dictateurs africains par le phénomène ethnique. Donc, on va dire, ah ça c'est le fief de l'opposition, le Sud qui a toujours voté pour l'opposition et le Nord a toujours voté pour le pouvoir en place. Alors que la réalité montre clairement que le peuple africain n'a jamais voté pour ses fumiers. Honnêtement, des gens qui ne sont même pas capables de nous apporter le minimum de solutions. Le minimum de solutions face à un problème d'inondation. Tous les ans, nos villes sont sinistrées parce que, voilà, il pleut. Et ces gens, les Africains, vont tous les reconduire au pouvoir. Non, honnêtement, c'est pas possible. Les Africains n'ont jamais voté pour les salopards que vous voyez actuellement au pouvoir. Ce sont des gens, des subalternes colonialistes qui sont là, qui servent la colonisation, et puis c'est tout. Donc, voilà un peu la situation de l'Afrique aujourd'hui, en tout cas sur le plan politique. C'est de vous dire qu'aujourd'hui, après 50 ans d'indépendance, les Africains, n'élisent pas leurs dirigeants. Jusqu'à présent, on vient de le voir avec l'élection qui vient de se passer au Togo. C'est le cas le plus récent. Le cas le plus récent, c'est le Togo. Un peu plus dans le temps, avec le fils Bongo. Personne n'a élu. Mais honnêtement, comment est-ce que vous voulez que
Des gens comme ça qui, en temps normal, l'Afrique ne peuvent même pas assumer le rôle des boueurs, que les Africains leur donnent cette responsabilité étatique d'incarner tout. Non, mais c'est pas possible. Hein? Donc, bon, le cas le plus récent, c'est le cas du Togo. Le monsieur s'est présenté à l'élection, il a été battu à plat de couture. Qu'est-ce qu'il va faire? Puisque c'est toujours lors de la transmission des résultats que se pose la question de la fraude, qu'est-ce que l'opposition et le pouvoir ont fait? Ils ont conclu un accord de créer ce qu'ils appellent le VSAT. C'est un outil satellitaire pour pouvoir proclamer les résultats en temps réel. L'un, approchant de la fermeture des bureaux de vote du dépouillement, le pouvoir, les ministres et les responsables du pouvoir ont décidé tout simplement de couper le VSAT. Ils sont partis, ils ont appuyé tac sur le bouton, puis c'est terminé. Et donc, quand ils ont appuyé, ils ont dit, ah mais non, mais le satellite ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant appeler les présidents des bureaux de vote locaux, hein, qui viendront à Lomé, dans la capitale, proclamer eux-mêmes les résultats avec les enveloppes en poche. Hein, les enveloppes, on leur a fait des enveloppes et tout ça. Donc, un, les Africains n'élisent pas leurs dirigeants. Deux, les Africains, les dirigeants qu'ils ont élus ont été assassinés. Et lorsqu'ils sont assassinés, on a remplacé ces dirigeants par des hommes de main, des pions qui ont toujours servi le système colonial, en mettant l'ensemble des ressources de l'Afrique au service des pays occidentaux. Lénine disait justement que un peuple qui n'est pas organisé ne peut résoudre aucun de ses problèmes. Donc, après avoir théorisé et tout, organisons notre peuple. Organisons-le. Nous n'organisons aucun peuple africain. Les oppositions africaines ont montré qu'elles ne sont pas capables d'organiser. Nonobstant les raisons objectives qui expliquent cela, il y a des raisons subjectives aussi. Les oppositions n'ont jamais réussi à organiser les peuples. De sorte que, lorsque la victoire leur est volée, ils essayent 2 ou 3 semaines de tenir. Après, quand la répression s'abat, tout le monde disparaît. On tue 1 millier, 2 milliers, et puis bon, le reste, bon, voilà, on va pleurer, et puis c'est tout. Et on attend la prochaine échéance pour faire la même chose. Et ainsi de suite. La Guinée, on va avoir quelqu'un comme Dadis. Les Français l'ont porté au pouvoir. Comme ils voulaient montrer que, bon, il a la poitrine plus large que les autres, bon, les Français lui ont tiré dessus. Et on a utilisé quelqu'un pour lui tirer dessus et le renvoyer au Burkina. Il est actuellement au Burkina. Et le problème est résolu. Parce que les Occidentaux ne peuvent pas accepter que les nègres humilient un des leurs. Et lorsque Dadis a humilié l'ambassadeur d'Allemagne à Conakry, sa main s'était dite. Voilà. Donc, résolvons nos problèmes. Faisons face à ces problèmes, théorisons suffisamment et organisons le peuple. Peu importe si nous, parce que c'est ça qui doit être la perspective pour nous. Nous ne devons pas être dans une logique que c'est nous-mêmes ou bien nous seuls qui devons obtenir les résultats. Ce qui est important, c'est de tracer des voies pour les générations à venir. Peu importe, si nous-mêmes nous n'arrivons pas à résoudre les problèmes aujourd'hui, faisons en sorte quand même que nos enfants puissent disposer des outils philosophiques, une voie qui leur permettront d'aller. Parce que ce n'est que comme ça qu'on construit un peuple. Les générations qui sont derrière nous, nous devons les former, de sorte qu'elles soient plus puissantes que nous. Dans la transmission des connaissances et de l'instinct même de survie, les générations qui sont derrière nous, nous devons les former beaucoup plus que nous-mêmes, nous ne le sommes. C'est que ces générations, nous devons faire en sorte qu'elles soient plus puissantes que nous. Sinon, si les générations qui nous suivent sont plus faibles ou moins fortes que nous, ça veut dire que nous allons vers la destruction. Un peuple ne survit que lorsque les générations successives sont plus fortes que les précédentes. Or, en Afrique, souvent, qu'est-ce qui se passe? Par héritage esclavagiste et colonialiste, les devanciers préfèrent plutôt ne pas transmettre plus de connaissances. Donc, on va les affaiblir pour que, lorsque nous mourons, pour qu'on nous regrette, pour qu'on regrette que, ah, il est mort. C'est lui seul qui a la capacité de résoudre les problèmes. C'est d'ailleurs le pourquoi, Houphouët-Boigny, tout ça, ils ont coulé la Côte d'Ivoire. Pour dire, mais si eux, ils meurent, comme ça, on va les regretter. Nous devons faire en sorte que les générations qui vont nous suivre, soient plus puissantes. Elles-mêmes aussi doivent former des générations plus fortes. C'est comme ça que le peuple va suivre.
Sinon, si on fait ce qu'on fait actuellement, en affaiblissant les générations à venir, en créant beaucoup plus de problèmes pour eux, on ne règle aucun problème, on ajoute, elles aussi viennent, elles créent d'autres pour les générations à venir. Ça veut dire qu'on s'affaiblit. Donc voilà la situation. Voilà quelques éléments que je peux évoquer maintenant, peut-être pour l'aspect économique. L'économie africaine, qu'on ne nous dise pas du n'importe quoi. Le sous-développement n'est pas un retard du développement. Un pays n'est pas sous-développé lorsque, soi-disant, il est en retard par rapport aux pays industrialisés. Si c'est ça, ça veut dire que la France aussi a été un pays sous-développé. Le sous-développement, c'est simple. Le sous-développement, c'est lorsqu'un pays, dans son organisation, son fonctionnement, est exclusivement tourné vers l'extérieur. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Il ne faut pas des économies, les Africains viennent nous raconter le sous-développement, les gens vivent avec moins $1 par jour. Et alors, si les gens vivent avec moins $1, ils prennent $1, ça leur permet d'acheter du pain, d'avoir les comprimés, d'avoir la lumière, d'avoir de l'eau. Qu'est-ce que ça fait? Donc, le sous-développement, ce n'est pas une question $1 ou de $2, machin. Tout ça, c'est des notions. Le sous-développement, c'est lorsque l'économie d'un pays est extravertie. Clairement et nettement. Donc, vous ne vivez que pour produire pour les autres. L'économie africaine est complètement démantibulée. Elle est inorganisée, elle est désorganisée totalement. C'est ça le sous-développement. Donc, le sous-développement a plutôt une cause ou bien des causes beaucoup plus structurelles que conjoncturelles. Donc, si nous ne cassons pas l'ordre établi, c'est-à-dire les structures actuelles, rien ne se fera. C'est dans un cadre où il y aura des règles, le peuple aura décidé, participera au pouvoir, à l'exercice du pouvoir, au dynamisme de l'économie, tout ça, que les choses vont s'arranger. Donc, en théorisant un peu sur l'économie africaine, l'économie qui fonctionnera pour l'Afrique, c'est cette économie qui n'est, d'ailleurs l'Afrique l'a montré de par le passé, qu'elle n'est ni capitaliste ni socialiste. C'est pour ça que tous les schémas qui ont été appliqués en Afrique n'ont jamais marché. Donc, l'Afrique a un fonctionnement spécifique. C'est la liaison entre l'entreprise ou bien l'entrepreneuriat privé, qui était le champ privé individuel dans l'Afrique impériale, et l'entrepreneuriat collectif, qui était le champ collectif. Et le champ collectif servait à quoi? À résoudre les problèmes de la communauté. On veut construire un puits. Comme on n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un champ dont les fruits vont servir à construire ce puits. Et le champ individuel, ça c'est pour les besoins spécifiques individuels, superfétatoires de la famille, etc. C'est comme ça que l'Afrique a fonctionné. C'est tout ça qui a été détruit. Donc, la solution, c'est un retour en arrière. Retour en arrière, non pas dans l'obscurantisme que certains veulent nous faire croire qui était celui de l'Afrique, mais retour en arrière aux sources. Retournons aux sources. Si nous retournons aux sources, nous allons trouver que nos ancêtres avaient fait des choses extrêmement extraordinaires.